Le 12 avril 2026, les négociations entre les États-Unis et l'Iran se sont effondrées à Islamabad après 21 heures de pourparlers. Quelques heures plus tard, Donald Trump a publié un plan de blocus total du détroit d'Ormuz, non pas de l'intérieur mais de l'extérieur, et dans la foulée, le professeur John Mearsheimer, l'un des plus influents politologues américains, a prononcé une phrase que personne ne voulait entendre. Si les négociations échouent définitivement, il ne restera plus à Washington et Tel Aviv qu'une seule option: l'arme nucléaire contre l'Iran. Reprenons les faits dans l'ordre. La rencontre d'Islamabad devait être le moment de vérité. D'un côté, une délégation américaine de 300 personnes menée par le vice-président J.D. Vance, flanqué de Jared Kushner et Steve Witkoff, deux hommes que Téhéran considère ouvertement comme les représentants de Benjamin Netanyahou à la table. De l'autre, une délégation iranienne massive conduite par le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, économiste, diplomate, militaire, journaliste. Plus de 18 responsables. Un signal clair de Téhéran. Vous prétendez avoir détruit notre appareil d'État. Regardez qui est assis en face de vous. 21 heures de discussion, puis l'échec. Les points de rupture sont précis. Washington a exigé la remise de 950 kilos d'uranium hautement enrichi, pas 450 comme les estimations publiques le suggéraient. L'Iran a refusé. Les Américains ont ensuite demandé le démantèlement du programme de missiles balistiques et hypersoniques iranien, le même programme qui a frappé des bases américaines et qui constitue, de l'aveu même du Pentagone, le principal levier de dissuasion de Téhéran. L'Iran a refusé. Enfin, des sources concordantes indiquent qu'Israël a fait pression en cours de négociation par un appel direct de Netanyahou à Vance pour exclure le Liban de tout accord. L'Iran a considéré cela comme une ligne rouge. J.D. Vance est sorti le premier. Langage corporel tendu, conférence de presse expéditive. Il a déclaré que l'offre américaine était la première et la dernière et que la suite serait entre les mains de l'homme le plus équilibré d'Amérique, Donald Trump. Derrière lui, des caméras ont capté Jared Kushner qui souriait. Sur les réseaux, l'image est devenue virale avec ce commentaire: « Mission accomplie, les négociations sont sabotées ». Du côté iranien, Ghalibaf a publié un communiqué sobre. L'Iran était venu de bonne foi, mais n'a aucune confiance dans une Amérique qui a trahi deux accords précédents. La réponse de Trump n'a pas tardé. Dans les heures suivant l'annonce de l'échec, il a partagé sur Truth Social un article du site Just the News détaillant un plan stupéfiant. Au lieu de forcer le passage du détroit d'Ormuz de l'intérieur, ce que la marine américaine n'a pas réussi à faire, il s'agirait de bloquer le détroit de l'extérieur. Concrètement, positionner le porte-avions Gerald Ford, des destroyers et des vedettes rapides au point d'étranglement le plus étroit par lequel les navires sortent d'Ormuz vers l'océan. Plus aucun pétrolier ne passerait sans autorisation américaine. C'est un plan d'une audace folle. Et voici pourquoi. D'abord, il ne vise pas seulement l'Iran, il étrangle aussi la Chine qui reçoit 90% des exportations pétrolières iraniennes. Il frappe l'Inde, il menace l'approvisionnement énergétique de l'Europe. En somme, Trump ne dit pas seulement à l'Iran « soumets-toi », il dit au monde entier « c'est moi qui décide qui achète du pétrole et qui n'en achète pas ». Les pays du Golfe, le Koweït, le Qatar, l'Arabie saoudite, dont le pétrole transite aussi par Hormuz, deviendraient otages de cette stratégie. Le blocus extérieur transformerait les États-Unis eux-mêmes en menace principale pour les marchés mondiaux de l'énergie. Ensuite, ce plan est militairement instable. Le corps des gardiens de la Révolution a déjà prouvé sa capacité à frapper dans le détroit. La Chine, dont la sécurité énergétique serait directement compromise, ne resterait pas spectatrice. On parle ici d'un scénario d'escalade impliquant 3 puissances nucléaires et le point de passage maritime le plus sensible de la planète. Et c'est précisément dans ce contexte que l'analyse de John Mearsheimer prend toute sa gravité. Mearsheimer n'est pas un commentateur de plateau, c'est le co-auteur, avec Stephen Walt, de l'ouvrage de référence sur le lobby israélien aux États-Unis. C'est un réaliste au sens académique du terme. Quand il parle, les cercles de décision à Washington écoutent. Son raisonnement est glaçant de logique. Les États-Unis ont épuisé leur arsenal d'options conventionnelles contre l'Iran. Les bombardiers furtifs B-2 ont frappé les installations nucléaires. Les champs gaziers ont été ciblés. Les infrastructures énergétiques ont été touchées. Les ponts, les centrales, tout y est passé. Malgré cela, le détroit d'Ormuz reste fermé, le régime iranien tient, les missiles balistiques iraniens continuent de voler
Alors que reste-t-il? Mearsheimer pose la question que tout le monde refuse de formuler. Si les négociations échouent là définitivement et que le blocus ne fonctionne pas, Trump et Netanyahou se retrouveront face à un choix binaire: capituler ou recourir à l'arme nucléaire. Même une frappe nucléaire tactique, une bombe de faible puissance, redéfinirait l'ordre mondial. Le tabou nucléaire, intact depuis Nagasaki, serait brisé. Et les conséquences iraient bien au-delà de l'Iran. Mearsheimer le dit lui-même, le Brésil, le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, tous comprendraient instantanément que la seule protection réelle est la bombe. La prolifération nucléaire deviendrait incontrôlable. Et il pose une question dévastatrice. Si les États-Unis sont prêts à frapper nucléairement un pays qui n'a pas la bombe, pourquoi ne touchait-il pas à la Corée du Nord, qui possède des missiles capables d'atteindre la côte ouest américaine? La réponse est la dissuasion, et le monde entier en tirerait la leçon. Ce qui se joue ici dépasse de très loin un bras de fer américano-iranien. Nous sommes face à 3 scénarios et aucun n'est rassurant. Premier scénario, les négociations reprennent sous une forme ou une autre, peut-être par un canal indirect. C'est le scénario le moins probable à court terme, mais le seul qui évite l'escalade. Deuxième scénario, le blocus extérieur d'Ormuz est mis en œuvre. Les marchés pétroliers s'effondrent, la Chine réagit. L'affrontement naval devient inévitable et le risque de conflit mondial explose. Troisième scénario, l'impasse se prolonge, les faucons l'emportent à Washington et à Tel Aviv, et l'option nucléaire passe du statut d'impensable à celui de planifiable. Mearsheimer nous prévient, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la logique froide d'une escalade sans sortie. Pour les pays du Golfe, la situation est cauchemardesque dans tous les cas de figure. Leur pétrole est otage du blocus, leur population serait les premières victimes d'une contamination radiologique en cas de frappe nucléaire. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères Arakchi l'a rappelé explicitement, toute retombée radioactive atteindrait les pays du Golfe avant l'Iran. Et politiquement, ces États découvrent qu'après avoir versé des centaines de milliards à Washington, ils n'ont aucune influence sur le cours des événements. Les communiqués de remerciement après le cessez-le-feu provisoire n'ont même pas mentionné l'Égypte ni les pays arabes. Seul le Pakistan a été nommé. Résumons froidement, les États-Unis ont mené une guerre qu'ils n'ont pas gagnée. Ils ont lancé des négociations qu'ils n'ont pas su conclure. Ils envisagent maintenant un blocus qui menace leurs propres alliés. Et au bout de cette route, un politologue dont la rigueur intellectuelle n'est contestée par personne dessine le contour d'une frappe nucléaire. L'échec d'Islamabad n'est pas un simple revers diplomatique, c'est un moment charnière. Celui où la dernière porte de sortie raisonnable s'est refermée et où les options restantes sont toutes catastrophiques. La question n'est plus de savoir qui a raison entre Washington et Téhéran. La question est de savoir si le monde est capable d'empêcher 2 dirigeants acculés de prendre la pire décision de l'histoire moderne. Ce qui se passe dans les prochaines semaines déterminera si le tabou nucléaire survit à cette génération ou s'il meurt avec elle.